Bonjour, bienvenue, nouveau numéro de Megatrend sur Boursorama. Aujourd'hui, focus sur les ressources naturelles. Pour en parler, Jean-François Bay de Cantalis, bonjour. Bonjour David. Et Arnaud Duplessis pour CPR Asset Management, bonjour. Bonjour David. Déjà, juste pour cadrer un peu les choses, ressources naturelles, on pense au gaz, au pétrole, mais il n'y a pas que ça, Arnaud. C'est bien plus vaste. Non, il y a également l'ensemble en fait des matériaux industriels, donc notamment les métaux et mines, mais également le secteur de la chimie, la filière du bois, et nous intégrons également l'or et les métaux précieux en fait dans notre univers d'investissement. Donc c'est vraiment de manière extensive les ressources naturelles, voilà, de l'or au pétrole, aux métaux. On est au cœur de l'actualité parce qu'on est au cœur, Jean-François, des mutations. Le monde connaît plusieurs mutations et vraiment on est au cœur avec ces métaux, avec ces global resources, comme disent les Américains. Voilà, il y a trois grandes raisons en fait qui font qu'on s'intéresse aux matières premières et aux ressources naturelles quand on est investisseur de long terme. La première, c'est que c'est une source de diversification pour un investisseur. Quand vous regardez la corrélation des matières premières, donc la catégorie matières premières physiques Cantalis avec des actions internationales ou des obligations internationales, c'est proche de zéro. Donc vous avez un rendement sur 20 ans qui est proche de celui des actions internationales, donc autour de 5%, 5-6% par an avec une volatilité de 14-15%, mais avec un niveau de corrélation qui est très très faible. Le cycle des matières premières est complètement différent de celui des cycles des marchés actions ou des marchés obligataires. On le voit depuis le début de l'année. Vous avez 20% ou 25% ou 30% de performance sur les matières premières, là où les actions sont en négatif. Et c'est assez rare d'avoir une classe d'actifs qui est véritablement décorrélée d'ailleurs de toutes les autres. C'est assez rare. Souvent, décorrélée et liquide. Ouais. Puisque vous avez une liquidité en continu. Donc on n'a pas que le non-côté, effectivement. Voilà, donc performante, liquide et décorrélée. Les deux autres grandes raisons de s'intéresser aux matières premières, c'est d'une part, il y a une mutation démographique qui supporte en fait la valorisation de cette classe d'actifs. Vous avez plus d'habitants qui consomment plus. Tout le monde veut avoir sa voiture, sa télé, etc. On est tous classe moyenne et on veut consommer. Et donc ça tire en fait vers le haut le prix des matières premières. On aura plus d'habitants et donc plus de consommation. Et le deuxième élément ou le troisième élément, c'est l'aspect climatique. La mutation climatique nous oblige à une sobriété dans la consommation de nos matières. On le voit sur l'eau, les forêts, l'énergie, enfin on est au cœur du sujet. Et donc il y a une sorte d'effet ciseau, une sorte de paradoxe. On va plus consommer, on le sait, à l'horizon 2050, mais il va falloir moins consommer parce que l'environnement, parce que le climat. Donc il va falloir résoudre cette équation compliquée, et puis on sait bien du coup que ça va porter les valorisations du secteur. Arnaud, c'est une brique stratégique aujourd'hui dans un portefeuille bien diversifié que d'être présent, exposé encore une fois, non pas aux matériaux en tant que tels, parce que là on n'investit pas sur des matières premières, sur les commodités comme on dit, mais sur les actions qui sont présentes dans ces secteurs-là. Oui, et j'ajouterai à ce que vient de dire Jean-François deux autres éléments. Je dirais face à cette demande croissante liée non seulement à la croissance de la démographie, mais également à l'urbanisation galopante en fait que l'on observe autour du monde. Cette tendance est confrontée, je dirais, à une raréfaction en fait de certaines ressources naturelles qui commencent à se matérialiser pour certains métaux. Je pense notamment au métal qui est le cuivre en fait, qui est vraiment au centre de la transition énergétique et vraiment au centre de l'électrification des transports. Avant, gérer cette mutation technologique, le marché était déjà à peu près équilibré, c'est-à-dire la demande rencontrait à peu près justement l'offre en fait de ce métal. Et avec l'accélération de la demande, on risque de rencontrer une situation de déficit les prochaines années. Et souvent, le juge de paix en fait d'une situation déséquilibrée, eh bien c'est le prix. Donc ça peut être un facteur, je dirais, de soutien très fort des prix du cuivre à long terme notamment. Ce qu'on dit sur le cuivre, Arnaud, on pourrait aussi le dire sur le lithium aussi, sur d'autres métaux critiques, stratégiques de cette transition énergétique nécessaire pour réussir cette transition écologique et dont la demande progresse et dont l'offre est contrainte, je ne sais pas si elle est contrainte, mais en tout cas, elle ne va pas aussi vite que la demande. Alors, le lithium, en fait, est un matériau relativement abondant, en fait, autour du monde. Maintenant, on rencontre souvent des problématiques plutôt de logistique, en fait, d'infrastructure, de mise en place, en fait, des nouveaux gisements. Mais effectivement, l'offre et la demande progressent assez significativement, pas toujours exactement en phase. Et on le voit bien, depuis à peu près un an, les prix du lithium ont plus que doublé, en fait. Donc, ça a été vraiment une véritable euphorie, en fait, sur ce matériau. Peut-être l'uranium plus que le lithium ?
Alors, l'uranium, effectivement, a une très longue traversée du désert, je dirais, après cet accident nucléaire au Japon, à Fukushima, en fait, vers 2011, me semble-t-il. Oui. Et là, progressivement, je dirais, l'uranium revient un petit peu sur le devant de la scène, déjà parce que c'est une source d'énergie qui est décarbonée, et je dirais, les événements géopolitiques que nous avons pu observer, enfin, que nous observons toujours maintenant depuis quelques mois, rendent crucial finalement cette indépendance énergétique que l'on doit avoir. Et au niveau des tensions géopolitiques, est-ce que, alors non pas la guerre en Ukraine, mais en tout cas l'implication de la guerre en Ukraine, qu'est-ce que ça change pour l'évolution, encore une fois, de l'énergie au sens large, des ressources naturelles? C'est un élément qui vient se greffer en plus? La guerre entre la Russie et l'Ukraine n'a pas été l'élément déclencheur en fait de cette vague de hausse, mais ça a été vraiment un accélérateur parce qu'en réalité, je dirais, le cycle haussier des ressources naturelles que nous vivons actuellement a débuté grosso modo en 2016, donc avec d'abord la réindustrialisation des pays occidentaux comme les États-Unis en premier lieu, et après, je dirais, s'est greffé cette transition énergétique, et là aussi cette accélération dans la transition énergétique, dans l'électrification du monde, quoi. Exactement, et je dirais l'Ukraine, la Russie, la Biélorussie sont quand même un ensemble de pays qui sont significatifs au niveau de la production de certaines ressources, comme le pétrole, comme le nickel. L'Ukraine a les premières réserves au monde en fait d'uranium, en fait, par exemple. Donc on voit bien que si ce conflit durait très longtemps, je dirais que ça serait de nature à perturber très significativement l'équilibre entre l'offre et la demande des matières premières. Jean-François, tout dans l'actualité, maintenant depuis plus de 2 ans, accélère encore une fois les mutations dont on a parlé, démographiques, climatiques. Oui, exactement. Donc l'actualité vient exacerber en fait ces mouvements. On peut parler de la crise sanitaire et du Covid, qui est venu justement perturber les chaînes d'approvisionnement et rendre particulièrement importantes les matières essentielles en fait. Pendant cette crise, on s'en est rendu compte. Là, c'est l'Ukraine et effectivement les pétroles, l'alimentation. On reparle des matières premières, l'approvisionnement du monde. Et puis il y a un troisième élément, c'est l'inflation, puisque quand vous êtes investisseur, finalement, pour vous couvrir contre ce risque inflationniste, alors on ne sait pas encore si ça sera durable, si ça va se transmettre au salaire, mais en tout cas, quand vous êtes investisseur, vous avez intérêt à acheter les composantes de l'inflation. Vous dites, voilà, comment me protéger à long terme ? Si les composantes du prix et la consommation, c'est l'énergie pour les ménages ou l'alimentation, le blé, etc., à la limite, je vais pouvoir acheter ce panier. Et donc, il y a un effet un petit peu autoréalisateur qui fait que les matières premières ont tendance à augmenter. Donc, sur le court terme, effectivement, il y a une exacerbération de ces mouvements. Exacerbération. Exacerbération. Je pense que c'est un terme français. Oui. Exacerbation, j'aurais dit. Non, il faut quand même qu'on vérifie. Je rappelle, Arnaud, on n'investit pas sur les matières premières en tant que telles, encore une fois. On investit sur des actions qui sont présentes sur ces thématiques-là. C'est ça. Donc, en fait, dans le domaine minier, par exemple, nous investissons dans des sociétés minières exploitant des gisements de différents métaux, de même dans l'industrie pétrolière. Et sinon, ce sont des industries de transformation, comme le secteur de la chimie, par exemple, donc, qui utilisent les matières premières pour les transformer en produits à plus de valeur ajoutée. Ouais, alors, Jean-François, il y a des ETF, évidemment, et il y a aussi il y a de la gestion active. Il y a des ETF qui couvrent, en fait, donc, c'est une espèce de panier, en fait, avec à la fois de l'or, des métaux, de l'énergie. Vous avez raison, David. Effectivement, il y a 3 modes d'investissement possibles. Soit vous investissez dans les matières premières physiques, donc l'or, le pétrole, les forêts. Donc là, il y a des ETF. Il y a environ 200 fonds et ETF qui investissent dans ces matières premières physiques. Donc vous allez trouver du physical gold, en général il y a physical à côté, ou des indices genre CRB, commodities, chez Elixor, qui sont des ETF qui reflètent ces indices commodities. La deuxième possibilité, c'est les actions du secteur. Quand vous achetez Total Energy ou EDF, vous n'achetez pas le pétrole, le baril de pétrole, vous achetez une action, une société qui exploite. Et donc là, vous avez un élément commodities plus action, donc corrélé au marché des actions, je le disais tout à l'heure. Donc là, il y a à peu près 150 fonds chez Cantalis sur ce secteur, j'allais dire, des matières premières. La troisième possibilité, c'est via l'ESG, c'est-à-dire il y a des thématiques ESG, justement, qui proposent des alternatives aux matières premières, donc des new energy ou des smart materials, etc. Donc
pour pouvoir justement innover. Quand on n'a pas de pétrole, il faut avoir des idées. Et donc, on essaye de trouver des alternatives. Et là, effectivement, il y a des fonds, il y en a à peu près 50 qui investissent sur cette thématique ESG. Le fonds CPR, géré par Arnaud, est intéressant puisqu'il fait un petit peu la synthèse de tout ça. C'est un bon observatoire sur le marché des matières premières. Ce sont des actions, mais il y a aussi une composante ESG puisque c'est un fonds SFDR 8, donc c'est un fonds ISR en fait. SFDR 8, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire. Donc c'est l'intégration de critères extra-financiers, d'indicateurs extra-financiers de manière prioritaire dans le processus d'investissement. Arnaud, je ne sais pas comment ça se traduit dans le fond, mais c'est une approche ESG qui est importante. Ça se traduit par le fait que nous devons avoir une notation ESG moyenne supérieure à celle de notre indice de référence, qui est évidemment le cas. Donc, je dirais cette notation est monitorée au jour le jour. Et par ailleurs, nous devons exclure les sociétés les plus mal notées, en fait, selon nos critères de notation, parce que ce sont des sociétés qui sont exclues pour des raisons environnementales graves ou sociales ou de gouvernance. Et dans ces cas-là, quand une société est notée de telle façon et qu'elle est présente dans le portefeuille au moment de la dégradation de la note, eh bien, nous devons évidemment la sortir du portefeuille. On ne l'a pas dit, Arnaud, mais votre fonds Global Resources, il est équipondéré. Il est équipondéré entre donc, un tiers entre les trois thématiques dont on a parlé, à savoir or et métaux précieux, énergie et métaux critiques, j'aurais dire, métaux industriels. C'est ce qui fait son originalité par rapport à beaucoup de nos concurrents, c'est-à-dire c'est un parti pris. Ce un tiers en fait investi dans l'or, enfin dans les sociétés minières aurifères et autres métaux précieux, le distingue en fait de la plupart de nos concurrents. Qui en ont moins. Oui, pour lesquels ils en ont moins, parce que vous savez, le secteur de l'or et des métaux précieux, c'est un petit secteur. Je dirais la capitalisation globale de cette industrie, c'est de l'ordre de 350 milliards de dollars. Pour donner une comparaison, c'est la capitalisation boursière d'une société comme Exxon. Exxon, dans notre indice de référence, pèse à peu près 5%. Alors, vous voyez, donc il y a vraiment une surpondération, finalement, de l'or. Et sur très longue période, c'était quelque chose de très aidant, je dirais, dans notre gestion. Parce pas en 2021. 2021, l'or, c'était une année sans pour l'or. Oui, parce que l'or... Il n'y a pas que l'or non plus, on parle aussi de l'or, il y a d'autres métaux précieux que l'or. Oui, parce que l'or, en fait, est un actif... Alors, Jean-François a insisté sur la décorrélation des ressources naturelles par rapport au marché, mais c'est encore plus vrai, finalement, pour l'or, qui est en plus assez décorrélé par rapport à l'énergie et aux matériaux industriels qui sont plus cycliques. Autrement dit, en intégrant une plus forte pondération d'or, ça nous permet de mieux monitorer la volatilité de notre fonds. Et d'ailleurs, à ce titre... Plus d'or égale moins de volatilité. Voilà. Alors, l'or pris individuellement, les mines d'or prises individuellement peuvent être plus volatiles, mais quand on les combine finalement avec les autres actifs, on arrive à monitorer. Par rapport à beaucoup de nos concurrents, d'ailleurs, la volatilité du fonds se situe véritablement en bas de fourchette. Et donc combien par rapport à la moyenne? Vous, en termes de volatilité, vous êtes à combien par rapport à la moyenne de la catégorie? Sur un an glissant, la volatilité de notre fonds en fait, est de l'ordre de 22%, et la plupart de nos concurrents sont plutôt entre 25 et 35%, grosso modo. Bon. On parle de transition énergétique, on en a parlé tout à l'heure, Arnaud, et on le sait qu'elle est grosse consommatrice évidemment de métaux critiques, métaux stratégiques, nickel, cuivre, lithium, on en a parlé. Pourquoi ne pas avoir mis plus le paquet, encore une fois, sur cette thématique-là, aller au-delà du tiers de pondération? La structure de notre portefeuille n'est pas figée, c'est-à-dire qu'on est en réflexion effectivement permanente. Et notre sujet, c'est quand même d'essayer de percevoir quelles pourraient être les nouvelles opportunités d'investissement. Effectivement, la transition énergétique, l'efficience énergétique, le recyclage, en fait, qui sera nécessaire, en fait, des ressources naturelles pourraient faire partie, je dirais, des secteurs pouvant intégrer notre portefeuille. En fait, vous avez deux approches un peu différentes. Vous avez une transition, et vous allez investir pour aider à la transition. Donc typiquement, Total Énergie fossile investit énormément dans les énergies renouvelables. Et ensuite, vous avez une approche plus solution, en disant je vais investir dans des sociétés natives qui apportent des solutions directement en énergie renouvelable à 100% ou dans des nouveaux matériaux. Et donc là, vous avez des fonds, New Energy, Smart Materials, etc., qui justement investissent dans ces nouvelles entreprises qu'on va retrouver chez CPR, Amundi, et qui sont des fonds purs sur justement ces solutions positives pour la planète. Mais c'est deux approches un peu différentes parce qu'il y a une maturité qui est moins forte et quelque part il faut quand même financer la transition énergétique de grands groupes comme Total. On ne va pas
laisser, donc dans l'approche ESG, il faut aussi les employés, les capitaux investis par ces grands groupes sont quand même très importants. Donc c'est une vision holistique du ESG qui font que c'est quand même très important de pouvoir accompagner l'ensemble de ces entreprises, ArcelorMittal, consommer, émettre moins de carbone, etc. Ça donne quoi en termes, Jean-François, en termes de performance et de risque dans la durée à la fois le fonds, CPR, et même la catégorie globalement. Est-ce que la promesse est tenue, encore une fois, entre le risque et la performance? Oui, alors sur le long terme, je le disais, sur les 20 ans, on a à peu près 5% de performance par an sur le secteur des matières premières. Et sur les actions énergie, matières premières, or, on est même supérieur, on est pratiquement à 7,5 de rendement, avec une volatilité un peu supérieure aux actions internationales, mais ça reste un très bon vecteur de performance à long terme, et on le voit encore depuis le début de l'année, puisque sur les actions du secteur, on est de l'ordre de 18% en moyenne, avec une volatilité de 14%. 18%, le fonds CPR est à la dernière date à 25% depuis le début de l'année, mais ça a peut-être changé récemment. Et donc en gros, 25%, on est carrément au-dessus de la catégorie Cantalis, actions et matières premières et or. Donc on a un très bon fonds, très généraliste comme on a pu le voir, avec un élément intéressant, c'est cyclique plus défensif avec l'or, alors que la plupart du temps, on a des fonds qui sont uniquement exposés sur la partie très cyclique, donc on va avoir des fonds qui vont être beaucoup plus risqués, plus volatiles. 25% depuis le début de l'année en performance, c'est ça le chiffre? Oui, à la date de vendredi dernier, on était à 27, donc c'est à peu près la même chose. Non, mais la question, c'est de savoir s'il y a encore du potentiel quand on a déjà fait, alors qu'on est quand même juste au mois d'avril. C'est effectivement une bonne remarque, parce que quand on voit une classe d'actifs qui grimpe en fait d'à peu près 25-27% en 3 mois, on peut se demander, est-ce qu'il n'est pas trop tard finalement de C'était ma question en fait. Mais non, la réponse est non, parce que si vous prenez les ressources naturelles sur une très longue période, vous savez, le cycle des ressources naturelles, le dernier cycle des ressources naturelles a démarré à peu près en 2016. Quand vous prenez la performance relative en fait, des ressources naturelles, ne serait-ce que sur cette période ou même sur plus longue période par rapport aux marchés globaux, vous vous rendrez compte en réalité qu'on est encore très très loin. On est qu'au début. Des plus hauts. Je prends ne serait-ce que le secteur de l'or et des mines, alors que les cours de l'or sont à quelques pourcents proches en fait de leur point haut historique, qui étaient à 2075 en fait pendant l'été 2020 et qu'on a presque égalisé dernièrement. Les mines d'or sont toujours presque 40-50% en deçà de leur point haut de septembre 2011. Donc, on peut peut-être parler aussi des valorisations par rapport au marché, c'est aussi un indicateur intéressant. Oui, alors si on prend un ratio de valorisation comme un PE à 12 mois glissant, on est sur des valorisations de l'ordre de 13 à 15 fois sur le secteur qui se compare à peu près 19-20 fois, je dirais, pour les marchés globaux. Donc c'est-à-dire que cette valorisation relative, malgré la hausse que vous venez de souligner, reste quand même sur des points bas historiques. En fait. Bon, merci à tous les deux pour ce focus sur les ressources naturelles. Arnaud Duplessis pour CPR Asset Management et Jean-François Bay pour Cantalis. Merci à tous les deux. Merci. Nouveau numéro de Megatrend, c'est dans 2 semaines sur Boursorama.